Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, Emmanuel Macron. Et maintenant, que vais-je faire? En deuxième partie, pacte de Marrakech. Le pacte du diable? Pour en parler, l'invité spécial de Caroline Parmentier et de Martial Bild a été par 2 fois ministre des Armées, 4 fois député et même président de groupe à l'Assemblée nationale. Il a longtemps été membre de l'UDF avant de fonder la droite en 1999, puis l'avant-garde en 2015. C'est un personnage atypique dont les positions et alliances ont fait couler beaucoup d'encre. Je vous demande d'accueillir Charles Millon. Merci à vous d'être là dans ces circonstances difficiles. Cette période de Noël est particulièrement difficile pour notre pays. Il y a la souffrance exprimée si légitimement par les Gilets jaunes. Il y a aussi les saccages et les pillages perpétrés par les extrémistes de gauche et les racailles de banlieue. Et puis, il y a la France, à nouveau frappée par le terrorisme. Alors, toutes nos pensées ce soir vont bien sûr aux victimes et aux familles des victimes de Strasbourg, mais aussi au peuple français, méprisé et exsangue, aux forces de police mobilisées contre la racaille et l'extrême gauche, aux commerçants aussi, victimes de cette violence extrémiste. Il faudra beaucoup de travail pour que ce soit un bon Noël. Néanmoins, dès maintenant, dès le début de cette émission, on vous souhaite sociétaire, public et bien évidemment notre invité, un très bon Noël à vous tous téléspectateurs de TV Liberté. Et puis, eh bien, il faudra peut-être ce soir du 24 décembre, fermer tout simplement les yeux pour faire flamber l'espérance. Bon Noël à vous. Merci Monsieur Millon d'être avec nous. Merci Monsieur le Ministre. Alors, l'actualité, je l'ai dit à l'instant, la France est à nouveau frappée par le terrorisme. Et à chaque fois, on se dit que l'on aurait pu éviter cette stratégie. Et à chaque fois, on se dit que cet assassin, finalement, il était connu, il était archi-connu de la police et de la justice. Votre sentiment quand vous regardez cette tragédie qui se déroule à nouveau? Comme tout Français, comme tout Strasbourgeois, puisque ça s'est passé à Strasbourg, je suis inquiet, je suis même terrifié par le fait que, tout simplement, une personne peut, dans une seule journée, tuer 2 à 3 personnes, atteindre à l'ordre public, et puis ensuite disparaître. Et aujourd'hui, je voudrais d'abord saluer les forces de l'ordre qui sont intervenues immédiatement, mais je constate que ce terroriste, puisque c'est un terroriste, il s'est proclamé lui-même en signant son acte par le cri à Al-Kabar, et il a voulu en fait montrer que d'une manière avec impunité, il pouvait atteindre la sécurité des fêtes de Noël, puisque ça s'est passé à l'occasion des fêtes de Noël de Strasbourg. Et je voudrais simplement dire que ce que je souhaite, c'est que le gouvernement comprenne que peut-être qu'il faut qu'il réfléchisse à d'autres décisions, telles que l'expulsion des fichiers S, telles que le suivi d'une manière constante des radicalisés, et lui était un radicalisé qui avait été repéré, remarqué, et qu'à partir de ce moment-là, on ne comprend pas qu'il n'y ait pas des décisions plus rigoureuses de la part des pouvoirs publics. Charles Millon, vous allez être interrogé par les sociétaires en compagnie de Caroline Parmentier qui présente avec moi ce soir ce Bistro Liberté. Caroline, je ne vais pas vous donner la parole tout de suite parce que je vais la céder à Nicolas Gauthier qui veut vous poser, Monsieur le Ministre, sa première question. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été ministre de Jacques Chirac en 1995. Vous avez été un des premiers soutiens de Jacques Chirac à une époque où ce n'était pas exactement la mode. Sa campagne présidentielle, je pense, demeure une des plus belles du genre. Et s'appuyant sur les travaux d'Emmanuel Todt, il est le premier à théoriser la fracture sociale, laquelle, effectivement, est remise au placard quelques semaines plus tard. On est maintenant plus de 20 ans après ça, avec les Gilets jaunes. Est-ce que ce diagnostic de fracture sociale, est-ce qu'il ne revient pas en pleine figure aujourd'hui ? On est face à un nouveau type de fracture.
À l'époque de 1995, c'était une vraie fracture sociale entre des personnes qui étaient aisées, qui avaient les moyens de vivre, d'investir, d'entreprendre, et puis même de consommer, et puis d'autres qui étaient dans des situations plus ou moins difficiles, plus que moins d'ailleurs, puisque c'était la montée du chômage qui était là, et devant, il y avait un certain nombre de personnes qui n'arrivaient plus à retrouver leur place dans le monde économique, alors qu'aujourd'hui, la fracture qui est apparue à l'occasion des derniers événements, c'est une fracture, j'allais dire, qui atteint à l'identité de chacune et de chacun. Vous avez en face des gens qui sont très bien dans la société, parce qu'ils font partie des mondialistes, ils vivent confortablement, ils profitent de tous les moyens qui existent dans notre société. Et puis vous avez les autres qui sont les enracinés et qui constamment sont déracinés, et à qui on essaye d'arracher ce qui est leur trésor le plus fort, qui est leur identité. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je crois que les réponses qui ont été faites d'ailleurs par le président de la République dans son discours sont des réponses totalement inadaptées. Il a parlé SMIC, il a parlé prime, il a parlé argent. Je ne dis pas que ce n'est pas important, parce que je crois qu'il y a des gens qui sont dans le malheur sous cet angle-là et qui sont dans le besoin, mais que le cœur, en réalité, de la crise que nous traversons, c'est des personnes qui ne se retrouvent plus dans la société. C'est des personnes qui ont vu leur ville complètement défaite, avec un aménagement du territoire qui a été laissé aller, avec des grandes surfaces qui ont vidé les cœurs de ville, des cœurs de ville qui ont été abandonnés, et dont que la population d'ailleurs a fui, des cités entières qui ont vu les services publics se défaire tout doucement. Et on a maintenant deux catégories, et Christophe Guilly l'a très bien analysé. Vous avez d'un côté des gens qui vivent confortablement dans des métropoles, et puis d'autres qui sont mal dans leur peau, mal dans leur vie, mal dans leur métier, mal dans leur cité, parce que, eh bien, ils ont été arrachés à leur ville, ou à leur lieu de vie, ou à leur cité, ou à leur province, qu'ils aiment d'ailleurs, mais qui a été déformée. Je voudrais simplement donner quelques illustrations. Vous aviez des villes où il y avait une maternité, où vous aviez des services publics qui animaient la cité, vous aviez des petits commerces, vous aviez une solidarité entre la population, et vous aviez la possibilité de travailler sur place tranquillement. Et puis aujourd'hui, ces villes avec un aménagement du territoire désordonné ont vu en réalité des lotissements se faire, et c'est des lotissements de solitude, ont vu des HLM se construire, et c'est des HLM qui très souvent sont devenus des ghettos, alors qu'on aurait pu rénover les quartiers, on aurait pu entreprendre la revitalisation de tous les villages environnants. C'est ce qui a été fait d'ailleurs dans certaines cités, et on s'aperçoit que ça marche très bien. Et c'est là où on voit qu'il y a eu une démission de la part d'un certain nombre de responsables politiques qui n'ont pas veillé à l'aménagement du territoire, qui n'ont pas veillé à cette protection de l'identité. Charles Millon, je vais laisser aussi les sociétaires vous poser des questions, parce qu'ils en ont de nombreuses à vous poser, et je vais laisser Nicolas Gauthier poser sa seconde question, parce qu'à Boulevard Voltaire, ils veulent toujours parler en premier. J'ai remarqué ça. Nous sommes décotés, les gosses de riches, c'est pour ça. Il y a une question que je vais vous poser et que nombre de Français se posent, c'est que les taxes et les impôts n'arrêtent pas d'augmenter, ça depuis des décennies, mais dans le même temps, les caisses de l'État sont de plus en plus vides, la dette publique explose, quand on entend parler des policiers ou des militaires, ils vivent dans le dénuement total, on va même dans des gendarmeries ou des commissariats, effectivement, il n'y a pas eu des coups de peinture depuis 10 ans. Donc, il y a une pression fiscale extraordinaire, et il y a plus... Où est passé l'argent, en fait ? L'argent, elle est passé dans le gaspillage. Où est l'argent ? Non, mais l'argent, elle est passée dans le gaspillage, elle est passée dans les dépenses inutiles, elle est passée dans la mauvaise gestion. Il n'y a jamais eu, en fait, une responsabilisation des acteurs de la part de l'État, car l'État
traite en réalité ses citoyens comme des enfants, veut tout contrôler, tout diriger, tout maîtriser. Et que je pense que la révolution de demain, ça sera une révolution qui redonnera la responsabilité aux citoyens. Je ne dis pas le pouvoir, je dis la responsabilité. Et que ce sera le citoyen qui décidera d'organiser sa vie, sa cité, avec d'ailleurs ses concitoyens, et qu'ainsi, on verra réapparaître des cités bien tenues, parce que celui qui profitera des services sera celui qui les financera. Et que c'est là la vraie révolution. Personnellement, je suis convaincu qu'on ira, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, qu'on doit aller vers un renforcement des collectivités territoriales aux dépens de la centralisation française. Que la centralisation française étouffe les initiatives et empêche les gens d'être responsables et de leur métier, et de leur cadre de vie, et de leur aménagement du territoire, et de leurs loisirs, et, j'allais presque dire, de la totalité de leur vie entière, parce qu'on a un État tout-puissant et un État qui veut être État-providence et qui va même plus loin maintenant, puisqu'il fait même des fiscalités comportementales. Si vous fumez trop, on vous taxe. Si vous voulez aller faire du sport en prenant des risques, on vous taxe aussi. Chaque fois, on s'aperçoit que l'État veut être notre père, notre mère, et veut contrôler complètement toute notre vie. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des citoyens complètement responsables et adultes. Eh bien, la citoyenne journaliste Adulte. Caroline Parmentier. Adulte. Il y a 20 ans, alors que Lionel Jospin était Premier ministre et Jacques Chirac président de la République, vous avez bravé les consignes de parti de vos chefs qui interdisaient toute alliance avec le Front National. Vous l'avez payé cash de votre carrière politique, mais 20 ans après, qu'est-ce qui a changé ? Laurent Wauquiez, en 2017, en qui Marion Maréchal avait placé des espoirs d'union de la droite, finalement, a déclaré jamais, jamais, 2 fois jamais donc, d'alliance avec les Le Pen, ni de compromis avec le Front National. Pourquoi cette éternelle logique de guerre, finalement, contre le FN, bien plus durement que contre le gouvernement Macron ? Et quelle est votre explication ? Alors d'abord, mon explication, c'est qu'il ne faut pas mettre ça en termes d'alliance. Il faut mettre ça en termes de projet commun. Et ça a été la grande bagarre que j'ai menée il y a maintenant plus de 20 ans. C'est-à-dire que j'ai dit, j'ai un projet pour ma région. Ce projet, je le porte. Ce projet, je l'ai mis en œuvre durant plus de 10 ans en faisant voter, en amenant le vote sur les projets et non pas sur des alliances. Et j'ai fait voter des projets sur la liberté de l'enseignement avec le groupe Front National. J'ai fait voter des projets sur l'environnement avec le groupe écologiste, etc. Et que je n'ai pas changé d'idée. J'ai pensé à ce moment-là qu'il fallait en fait voter un projet pour la région Rhône-Alpes. Le groupe Front National a accepté de voter mon projet en m'élisant. Je n'avais rien à redire. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, je le referais. Mais est-ce que les choses ont changé ? Comment dire ? Je ne crois pas qu'elles aient changé parmi le personnel politique, mais je pense qu'elles ont énormément changé dans la population. Et aujourd'hui, la population française ne comprend pas ces oukases, ne comprend pas ces jugements primitifs qui sont portés les uns par les autres. Mais d'ailleurs, je le dis à celles et à ceux qui aujourd'hui continuent à porter ces oukases, qu'ils se trompent. Et d'ailleurs, l'électorat le dit chaque fois à toutes les élections, et qu'il va, et dans les mouvements qu'on est en train de constater, tant au niveau intellectuel qu'au niveau social et sociétal, eh bien, on s'aperçoit que les gens ne voudraient qu'on juge sur les convictions, sur les idées, sur les projets, et non pas sur la tactique et les alliances. Et d'ailleurs, les partis politiques sont en train actuellement de se défaire, parce que les gens ne s'y retrouvent plus. Et lorsque vous regardez le nombre de militants dans les partis politiques, vous avez compris que les militants vont ailleurs pour s'engager. Et c'est la raison pour laquelle, il y a quelques années, j'ai créé l'Avant-Garde avec Charles Becbédé, avec Xavier Lemoine et avec un certain nombre de personnes, parce qu'on s'est dit il faut créer un réseau où on monte des actions, où on porte des aventures, sans regarder en réalité la carte de parti que détient tel ou tel. Charles Millon,
Le plus jeune d'entre nous, Romaric Sangars de l'Incorrect, pousse l'Incorrection à remonter à 50 ans en arrière pour poser sa question. Oui, monsieur le ministre, en 1965, vous avez adhéré au cercle Charles Péguy. Non seulement adhéré, j'ai été un des créateurs. J'étais un des créateurs du cercle Charles encore Péguy. Tout à fait, pour vous opposer à l'esprit de 68 à cette époque. Et puis dans les années qui ont suivi, on a vu au contraire le triomphe d'intellectuels qui étaient non pas Péguy, mais plutôt Marcuse, Reich ou Marx, qui ont vraiment dominé la pensée française pendant 20 ou 30 ans dans ce qui a suivi. En revanche, il y a un retour en grâce de Péguy, notamment depuis à peu près 2000, on va dire, qui est cité notamment par des intellectuels médiatiques, comme Finkielkraut, par exemple, qui le cite très souvent. Comment vous avez vu, du coup, vous, cette évolution de la vie intellectuelle française? Pourquoi est-ce que Péguy ne pouvait pas triompher en 68 et que c'est pas qu'il triomphe aujourd'hui, mais qu'il prend brusquement beaucoup d'ampleur, alors que Marx, Marcuse et compagnie sont plutôt deviennent périmés? D'abord parce que 68, c'est une révolte de personnes qui étaient comblées par la consommation. C'était pas du tout une révolte, j'allais dire, d'espérance et d'engagement. C'était une révolte libérale, libertaire, matérialiste, de jouissance. J'ai été de ceux qui s'y sont opposés, puisque à l'époque j'avais créé un mouvement d'étudiants à Lyon. Et que je me félicite que les intellectuels qui à l'époque étaient tous à gauche, étaient tous pour une société socialiste, une société de consommation pour d'autres, que c'était un peu mélangé, sont devenus aujourd'hui des intellectuels qui portent un projet tout à fait différent, qui est le projet qu'on peut appeler conservateur libéral ou qu'on peut appeler ordo-libéral ou qu'on peut appeler d'un certain nombre de personnalistes. C'est le terme que je préfère, et qu'on s'aperçoit que des Finkielkraut, que des Brague, que des Manant sont ici et sont en train d'entraîner en fait toute la pensée française dans un courant qui est tout à fait nouveau et qui, à mon avis, est signe de grands espoirs, de grande espérance. Pour une raison simple, c'est que lorsque vous prenez en fait le passé, vous apercevez que les intellectuels de gauche étaient dominants dans les années 65, 68, 70, qu'ils ont amené d'ailleurs Mitterrand au pouvoir en 81, mais ils avaient préparé le terrain, et qu'aujourd'hui, tout le débat intellectuel que vous suivez attentivement, puisque c'est en fait une de vos vocations, eh bien que tout ce débat intellectuel est en train aujourd'hui de préparer le terrain pour que demain, il y a des femmes et des hommes politiques qui reprennent et qui construisent la nouvelle France auquel on aspire. Voilà. Et parmi ces intellectuels, parce que vous ne la citerez pas, votre épouse Chantal Delsol, bien évidemment, bien sûr, qui participe à ce travail avec intérêt. Je le dis parce que vous ne le ferez pas. On parlait de l'avant-garde et vous aviez une question, je crois. Oui, sur cette justement, avant-garde. dans ce but-là, vous avez justement fondé le think tank l'avant-garde il y a quelques années. Et ce que je trouve très frappant, c'est justement ce nom, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que finalement la bataille culturelle a été perdue à droite pendant très longtemps parce que l'aspect conservateur les a instinctivement placé les intellectuels de droite à l'arrière-garde ou dans une posture défensive ou passive et qu'il fallait renverser quelque chose de l'ordre symbolique? Non, moi personnellement, je pense que les intellectuels d'eux-mêmes, depuis des 10 ans, même peut-être un petit peu plus, ont compris que le combat était spirituel, intellectuel, qui se plaçait essentiellement au niveau des idées et qu'il fallait absolument reprendre toute la place à ce courant personnaliste, à ce courant ordo-libéral, à ce courant conservateur, et qu'ils l'ont fait avec talent, qu'ils l'ont fait avec conviction, qu'ils l'ont fait même parfois en se faisant injurier, on pourrait donner plein d'exemples, mais que maintenant ils occupent l'espace et qu'ils permettent à d'autres qui sont acteurs politiques, par exemple, de faire des propositions. On peut prendre plein d'exemples. Si aujourd'hui, il y a des personnes qui réfléchissent au nouveau mode éducatif, avec la liberté pour les parents de choisir l'éducation de leurs enfants, avec la possibilité de créer des écoles hors contrat, des écoles à l'initiative des parents, etc., c'est parce qu'il y a eu des intellectuels qui ont amené une véritable réflexion sur qui doit se charger de l'éducation des enfants. Est-ce que c'est à l'État? Est-ce que c'est aux parents? Et si c'est aux parents, pourquoi c'est pas eux qui prendraient l'initiative de monter des écoles, dans le cadre d'ailleurs d'un contrat ou non avec l'État, etc. Mais ça a exigé un débat préalable. Quand on parle par exemple
de toute la pensée sur justice, égalitarisme, équité, etc., ça a été exactement la même chose. Il y a eu toute une pensée qui s'est forgée, qui a été exposée. Il y a eu un certain nombre d'intellectuels qui soient dans le monde économique ou dans le monde philosophique qui ont posé ce type de problème-là. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les citoyens commencent à réfléchir à l'équité, non pas à l'égalité, à l'organisation sociale à partir de responsabilités économiques portées par les individus et non pas par un système étatique, etc. Donc je crois que là, il y a une vraie révolution et je m'en félicite. Et je souhaite, avec le mouvement avant-garde, non pas faire donner un exemple, parce que je pense que ce n'est pas notre rôle, c'est de porter un certain nombre d'initiatives pour montrer que c'est possible. Et je vais vous en donner quelques-unes. L'initiative éducative d'abord. Et c'est la raison pour laquelle on aide un certain nombre de personnes qui créent des écoles hors contrat avec tout le mouvement de la Fondation pour l'école d'Anne Coffinier et tout le mouvement Espérance banlieue. En essayant aussi d'aider le développement d'une éducation populaire, parce que nous pensons qu'à côté de l'éducation des parents, il faut qu'il y ait une éducation populaire qui se mette en place, qu'on a tous connue pour un certain nombre. C'est les scouts, c'est les colonies de vacances, c'est les patronages, c'est tous ces lieux où, en fait, l'unité nationale et la cohésion nationale se forge. On nous a toujours dit que ça se faisait simplement dans le service national, c'est pas vrai. C'est dans ces lieux-là, et surtout à des âges où les gens sont malléables, j'allais dire, parce qu'ils n'ont pas d'a priori, c'est-à-dire les jeunes de 7 ans à 20 ans, et qui se rencontrent, et à partir de ce moment-là, on peut aider à la mise en place d'une éducation populaire. Et là, l'avant-garde aide ce type d'initiative. Troisième type d'initiative. Je laisserai parler d'initiative. Troisième type d'initiative. C'est les politiques. C'est dur. Troisième type d'initiative, c'est la colocation générationnelle. Aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est les personnes âgées. La tendance égoïste, c'est de dire les personnes âgées, on s'en débarrasse, on les met dans des maisons. Et puis il y a une autre tendance que j'appellerais entre guillemets personnaliste, solidaire, charitable, en employant les mots que l'on souhaite, les qualificatifs que l'on souhaite, et où en fait des personnes âgées accueillent un étudiant chez eux, et l'étudiant aide la personne âgée à vivre sa vieillesse, et la personne âgée lui offre à l'étudiant le logement, mais en même temps, peut-être la sagesse, et qu'il y a un dialogue qui se passe. Et je voudrais saluer une œuvre que je trouve extraordinaire, qui est menée par Tiffaine de Petfetenio, et j'espère que ça va se développer. Et là, l'avant-garde aide aussi. Et puis, je pourrais vous donner un certain nombre d'initiatives. Je vais être obligé de vous couper, monsieur le ministre, parce que Caroline Parmentier n'est pas d'accord avec vous. Elle n'est pas d'accord avec vous. Je peux vous poser une question ? Alors, Caroline Parmentier, je vais encore dire, on va me dire que je coupe la parole à notre invité, mais je l'ai laissé quand même parler. Caroline Parmentier, est-ce que vous avez été convaincue par ce qu'a dit Charles Mignon, même si je l'ai coupé dans sa démonstration ? Parce que vous êtes plus débutatif que ça, dubitatif. Je voudrais que vous me disiez comment se porte la droite hors les murs, justement, et hausse à droite et les amoureux de la France. Est-ce que l'union des droites n'est pas une arlésienne, finalement, qui n'a jamais fonctionné, tout simplement parce que la mariée a toujours dit non ? L'union des droites, elle se fera par la base et pas par le haut. Oui. On a toujours voulu faire l'union des droites en haut. Mais oui. Et l'union des droites en haut, c'est une union d'ambition. Alors que l'union des droites à la base, c'est une union de construction. Et c'est complètement différent. Et si aujourd'hui, par exemple, l'avant-garde met en œuvre la formation de candidats aux élections municipales, et qu'il y a des personnes d'une manière quasi anonyme qui consacrent des week-ends entiers à former des jeunes gens et des jeunes filles pour se préparer à être demain conseiller municipal, maire, conseiller général, etc. Et c'est parce qu'on croit que c'est là où autour d'un projet, le projet de la cité, de la cité municipale, eh bien, qu'il va y avoir on va dépasser ces querelles entre les partis, et on va se réunir autour d'un projet, d'une pensée politique. Et que ça va peut-être prendre 5 ans, ça va peut-être prendre 10 ans,
Mais dans 10 ans, je suis convaincu que cette discussion... On n'a plus beaucoup de l'Union- temps, c'est ça le problème, on Je n'a suis plus convaincu beaucoup de que temps. Je vais parler pour vous. Cette pensée d'union des autres, je dirais... Ben oui, mais moi, je le dirais encore plus que vous. Hein. Mais personnellement, je travaille pour mes enfants et mes petits-enfants, et qu'à partir de ce moment-là, ça sera solide. Il y aura des fondations. Parce que si on fait une union simplement tactique, elle s'écroulera. Ouais. Là, il faut des fondations. Bon, Charles Millon, vous n'avez pas été agréable avec moi. Du coup, je vais vous mettre entre les mains de Stéphanie Mignon, responsable de Terre et Famille, qui a 2 questions intéressantes à vous poser et qui sortent de l'ordinaire. Alors, oui, monsieur le ministre, j'aimerais savoir si, à titre personnel ou même à titre collectif, vous avez, dans votre vie politique, des regrets, en fait. Quelque chose que vous auriez fait différemment ou pas fait, ou même, en termes collectifs, est-ce que vous croyez qu'on a raté des virages à des points précis, des choses... Voilà. Avez-vous des regrets? Oui. C'est normal qu'on ait des regrets, parce que rien n'est parfait. Je crois qu'on regrette de ne pas avoir proclamé plus ses idées à des moments donnés, parce que par tactique, on pensait qu'il fallait les mettre de côté pour pouvoir passer un peu plus loin. Et on s'aperçoit que ça ne sert strictement à rien, d'ailleurs. Qu'il vaut mieux dire ses idées, puis en débattre, puis en tirer les conclusions. Mais j'ai pas de regrets forts. J'ai eu beaucoup de chance, hein, pour tout dire. J'ai commencé ma vie politique dans une ville que j'aimais et que j'aime encore charnellement, puisque c'est la ville où je suis né, c'est la ville où j'ai bâti ma vie familiale. Ensuite, j'ai eu la chance d'être à la tête d'une région que j'aime aussi, qui est la région Rhône-Alpes, et que j'ai pu faire plein de choses. Alors là, Vous n'avez pas été maire de Lyon. Oui, mais bien sûr, non, mais c'est pas un regret. J'aurais aimé être maire de Lyon parce que je pense que j'aurais transformé la ville. Mais je vais vous faire un aveu. J'ai eu un programme électoral qui était assez dynamique, qui avait été rédigé par un certain nombre de mes amis, qui étaient soit architectes, soit urbanistes, soit éducateurs. Et j'ai eu la satisfaction de voir qu'à peu près 60% du programme a été repris par Collomb. Donc je me dis, au moins, j'ai pas été élu. J'ai gagné en voix, j'ai perdu en siège. J'ai pas été élu, mais j'ai peut-être donné des idées à Collomb pour qu'il mette en œuvre des idées auxquelles je tiens et auxquelles mon électorat tenait et auxquelles mes amis tenaient aussi. Que ce soit dans le domaine de l'environnement, de l'harmonie de la ville, etc. Donc je réponds à madame, non, j'ai pas de regrets, j'aurais préféré en faire encore plus, c'est tout. Alors la dernière question, Oui, la attention, deuxième accrochez-vous, mettez les ceintures, ça va décoller. Est-il raisonnable en 2018 d'être républicain, en fait? Voilà, c'est court, c'est précis. Si vous n'êtes pas républicain, vous êtes quoi? Stéphanie. Ah ben ça. On peut être royaliste, hein, il y a des gens très bien. Hein. Vous exactement. voyez, c'est un peu « Et vive le roi, bah, la République, et vive le roi, la gueuse on la pendra à la lanterne ». C'est ça. Voilà, je me rappelle. Je pense que ces problèmes sont dépassés. Ah oui. Je pense que la vraie bagarre aujourd'hui, c'est la bagarre entre les Jacobins et les Girondins. Je suis un Girondin convaincu et je pense que demain, je ne sais pas si c'est républicain ou si c'est monarchiste ou si c'est autre chose, demain la grande bagarre, ça va être entre ces deux tendances. Je pense que le jacobinisme est une organisation de l'État qui très rapidement amène un État qui veut tout faire, un État qui est d'inspiration socialiste, alors que d'être girondin, c'est-à-dire de faire confiance à la responsabilité de chacun, c'est la mise en valeur du principe de subsidiarité, la mise en valeur du principe de responsabilité, la diversité et l'harmonie. Vous n'avez pas un seul lieu qui va être géré de la même manière. Vous avez en fait une multiplication d'initiatives et que c'est 10 fois plus sympa. D'ailleurs, il suffit d'aller dans un pays comme la Suisse pour le constater. Il suffit d'aller dans un pays fédéral comme l'Allemagne avec les Landes pour pouvoir en fait être étonné. C'est des pays où vous n'avez jamais des crises telles qu'on les a. Nous, tous les 10 ans, on voit des défilés, des gens qui sont malheureux, qui se crient contre le système établi. Dans un pays comme la Suisse, où vous avez des référendums d'initiative populaire réguliers,
où vous avez des gens qui peuvent faire qui peuvent avoir une approche politique différente dans le canton de Vaud, dans le canton du Valais, qui, lorsque la réforme est très bonne, les autres cantons vont prendre la réforme qui a été bonne, qui a été mise en place dans un canton pour le mettre dans toute la Confédération. Vous avez un pétillement d'initiative, c'est extraordinaire. Et ça, à mon avis, c'est la révolution de demain. La révolution de demain, je le dis à tous vos téléspectateurs, elle est là. Et moi, j'aimerais qu'à l'occasion des prochains débats, il paraît que le président veut organiser un débat. Mais comment il l'organise, le président? Il va demander au préfet d'organiser, c'est le truc jacobin, comme ça, où on va dire d'ailleurs à ceux qui ont trop d'initiatives, qui ont trop de pensées, qui ont trop de réflexions, qui ont trop de projections, on va leur dire de se calmer. Et donc, en fait, on va revenir à un système qui ne va pas être créateur, alors que nous, on a besoin en France. Je vais vous donner des exemples. L'exemple de la mobilité. Je suis convaincu que si vous dites à toutes les régions françaises, ou même à tous les départements, vous allez nous trouver des solutions pour pouvoir permettre aux gens qui doivent prendre leur voiture tous les jours pour aller au travail ou pour aller faire leurs courses ou pour aller voir leurs vieux parents à l'hôpital, etc. Faites-nous des propositions. Je suis convaincu que vous allez avoir 10 initiatives, 10 propositions différentes, et que vous allez avoir des propositions qui correspondront beaucoup mieux que celles qui auraient été réfléchies dans un bureau d'un ministère et qui, en fait, sera appliquée partout de la même manière, même si elle est mauvaise. Mais alors, comment expliquer... Non, mais le débat va se poursuivre, On va parler de Macron dans un instant. Ignace, notre dessinateur, a retenu la notion de pestiférer depuis son alliance avec le Front National. Ça donne un dialogue entre nous, un dialogue qui n'existe pas. Vous ne craignez pas que je vous contamine, dit Charles Millon à Martial Bild, qui lui répond... Oh non, c'est fait depuis bien longtemps. Bon ben voilà, même pas peur. Caroline Parmentier, de présent, une peste brune? Non, une politiquement incorrecte châtain. Voilà, ça c'est pour vous, cher. Nicolas Gauthier, de Bouvard-Voltaire, de plus en plus peace and love, des pestiférés. Tout le monde, il est brun. Tout le monde, il est gentil. Voilà. Nicolas Gauthier, Martial Bild, le retour. Patron de Bistro Liberté, je soigne mes pestiférés avec de bons médocs. Voilà. Tout de même. Ça, j'avais déjà les étudiants. Les étudiants n'étaient pas insensibles à ce propos. Stéphanie Bignon, de Terre et Famille, garde son bon sens paysan. Je préfère être pestiféré que vacciné par Buzyn. Ça, effectivement, ça vaut mieux. Et puis, Romaric, là, vous allez quand même... Oui, vous avez bien changé. Romaric Sangarce, de L'Incorrect. L'Incorrect, un magazine qui fait fuir les bien-pensants hypochondriaques, avec quand même une caricature qui vaut son pesant de cacahuètes. Caroline, je vous donne la parole tout de suite, pardon. Je voudrais dire d'ailleurs à propos de L'Incorrect que L'Incorrect est un enfant de l'avant-garde, puisqu'il a été créé par tout un groupe qui était à l'avant-garde, et qui un jour ont pensé, et ça fait suite au débat qu'on a eu tout à l'heure sur le débat des idées, ils ont pensé que le débat des idées était essentiel, et qu'il manquait une pierre, et ils ont construit L'Incorrect pour pouvoir en fait participer à ce débat des idées. Donc je me sens un peu chez moi quand je les rencontre, puisqu'on était ensemble au départ de l'avant-garde. Certains sont allés créer des mouvements tels que ceux que j'ai décrits tout à l'heure, pour les écoles, pour la colocation générationnelle, puis d'autres ont créé une revue que je voudrais saluer. Voilà, L'Incorrect qui publie cette semaine, je crois en fin de semaine, un numéro hors série consacré aux Gilets jaunes, si je ne suis bien au courant. Vous voyez, je fais votre pub, Oui, vous donnerez le numéro en échange. Caroline, je vais vous donner la parole tout de suite pour le premier sujet. Pour répondre à la révolte des Gilets jaunes et pour stopper la violence de l'extrême gauche et des racailles de banlieue, Emmanuel Macron a pris la parole. Est-ce suffisant pour répondre aux aspirations des Français ou faut-il envisager d'autres solutions et lesquelles? La dissolution, la démission, la destitution, le remaniement, la création d'un parti des Gilets jaunes pour les européennes ou le recours à l'homme providentiel? Dans ce rôle, le général de Villiers semble tout trouver. Pour paraphraser Beko, « Et maintenant, que faut-il faire ?» Charles Millon, que faut-il faire? Est-ce que les Gilets jaunes doivent tomber le gilet? J'ai déjà répondu tout à l'heure, donc j'ai radoté un peu. Mais comme la politique, c'est de la répétition, je crois pas à l'homme providentiel. Donc, pour répondre à la question, je salue
toute l'action qu'a menée Pierre de Villiers. Je suis un de ses proches d'ailleurs. Mais je ne crois pas que le débat se pose là-dessus. Je n'ai jamais été favorable au régime présidentiel. Je ne suis toujours pas favorable. Je crois que ce n'est pas le meilleur choix du point de vue des institutions. Vous êtes un vrai Girondin, donc. Oui, je suis un vrai Girondin, oui. C'est la 4ème République. Hein. Non, je pense qu'il faut une vraie révolution girondine en France. Il faut permettre l'expérience, la concurrence. Quand deux villes ne font pas la même chose, deux villes n'ont pas le même patrimoine, deux villes n'ont pas les mêmes traditions, deux villes peuvent avoir des méthodes pour pouvoir résoudre les problèmes qui soient différents. Il y a des villes qui vont spéculer énormément sur la rénovation de leur patrimoine, il y en a d'autres qui vont réorganiser le patrimoine en s'appuyant sur les communes environnantes. Vous avez 10 solutions différentes. Donc je crois que la réponse au cri des gilets jaunes, c'est de leur dire, bah oui, maintenant, il faut que tous ensemble, on prenne nos responsabilités et qu'on demande à l'État de nous redonner ce qu'il nous a pris. Et c'est ça, la révolution girondine. Moi, je suis prêt d'ailleurs à y participer avec ceux qui veulent y aller. J'ai commencé il y a bien longtemps. Et je vais simplement, là aussi, vous donner des illustrations. Le problème de la SNCF a été posé là, durant ces derniers mois avec la réforme de la SNCF. Et on a parlé à ce moment-là des TER. Mais personne ne se rappelle que les TER n'ont pas été créés par la SNCF. Les TER, ils ont été créés à l'initiative des régions. Je le sais bien, puisque la région que je présidais à l'époque a été une des premières à rentrer dans le jeu. Parce qu'on s'est aperçu que la SNCF ne faisait que des lignes importantes, c'était la manie du TGV déjà à l'époque, et que toutes les petites lignes disparaissaient. Et il y a eu un certain nombre de responsables régionaux qui ont dit non, mais nous on est prêts à prendre cette responsabilité, puis à organiser un certain nombre de petites lignes, si vous nous en donnez les moyens, si vous nous en donnez la possibilité. Bien aujourd'hui, ça a permis de mettre en œuvre en France tout un réseau de TER qui dessert les petites villes, les petits lieux, les petites cités, etc. Et je pense que si demain, vous dites aux régions, il faut mettre en œuvre une action pour pouvoir protéger nos produits agricoles avec des appellations contrôlées, je suis sûr que les régions y répondront 10 fois mieux, 100 fois mieux que l'Europe, qui, elle, essaye de nous mettre des systèmes de normes qui sont en train d'étouffer notre agriculture au lieu, en fait, de la valoriser. Donc là aussi, je pense qu'il faut une véritable révolution girondine contre les bureaux européens et contre la centralisation française. Romaric, justement, que peut faire Macron? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il n'a pas compris le fond du problème, finalement? Il leur répond par des mesures d'assistanat, alors que les Gilets jaunes crient, les Français crient qu'ils veulent vivre de leur salaire, mais sans être étranglés de taxes et sans être égorgés fiscalement. Oui, mais après, moi, je suis pas un grand politique, mais je m'intéresse à la forme. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que, en fait, Macron a fait ce qu'en économie actuelle, on appelle de la disruption, c'est-à-dire comme Uber. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient d'un secteur a priori extérieur, enfin qui ne prend pas du tout les codes, et les codes traditionnels, je veux dire, et qui saccage le marché et qui prend sa place à l'intérieur. C'est ce qu'il a fait avec les partis politiques. Il est passé... et du coup, il a fait une espèce de putsch démocratique sur la République française à ce moment-là, avec des techniques disruptives. On ne savait pas, il n'y avait pas vraiment de programme. Il disait, voilà, la culture française, ça n'existe pas, et en même temps, la France est formidable. Je suis de droite, enfin, je suis de gauche, et en fait, bien évidemment que je suis ni de droite ni de gauche. Enfin, il a dit tout et son contraire. Oui. Tout ce qui comptait, c'était En Marche. Et en face, on a des gilets jaunes qui n'ont pas de doctrine non plus, ce qu'on peut leur reprocher en l'occurrence, parce que c'est une colère qui n'est pas vraiment articulée. Quand juste dit, non pas En Marche, mais on met des gilets jaunes et on bloque les ronds-points. Donc on arrête. Non, ils disent pas En Marche, mais ils disent respectons-nous. Oui, aussi, mais symboliquement, ils ont fait, par rapport même aux manifestations, ils ont fait quelque chose de disruptif, entre guillemets, c'est-à-dire qui est du même ordre. C'est pas doctrinal. C'est tout dans l'élan, enfin là, dans le contre-élan, en l'occurrence. Ils ont bousculé les vieux syndicats, comme Macron a bousculé les du parti politique. Voilà ce que je veux dire. C'est complètement symétrique, donc c'est ça qui est assez fascinant dans cette histoire. C'est qu'on voit qu'on n'est plus du tout ni dans la manière de prendre le pouvoir, ni dans la manière de s'opposer au pouvoir, dans les méthodes qui étaient appliquées jusque-là depuis 30 ans. Cette symétrie, je la trouve assez fascinante. Maintenant, qu'est-ce que lui peut faire? Ça, pour moi, c'est le problème, c'est que c'est la limite de son... Il est arrivé comme ça, dans une espèce de hold-up démocratique sur du bluff.
Et là, arriver à cette situation... Alors si, la seule chose qu'on peut lui reconnaître, c'est que je pense qu'il continue à être dans sa logique disruptive, non idéologique. C'est-à-dire que vous êtes en colère, mais vous avez bien raison. C'est vraiment un séducteur incroyable. Et justement, j'allais vous le dire. Enfin, bref, il y a quelque chose. Vu qu'il n'y a aucune doctrine politique claire, il peut répondre à tout le monde ce qu'il a envie d'entendre. Ça ne change pas grand-chose. C'est que dans l'énergie, la séduction, c'est très instinctif et c'est très formel finalement. C'est pour ça que je parle de forme, parce qu'il me semble que c'est vraiment ça qui est assez intéressant et que dans le fond, tout ça reste très flou, et chez les Gilets jaunes et chez Macron. Et après, je comprends, je trouve assez naturel, cela dit, puisqu'on... M. Millon l'évoquait, l'appel au putsch, par exemple, est assez symptomatique parce que finalement, dans cette histoire, tout le monde fait un putsch, mais des putschs virtuels, évidemment, des putschs démocratiques, des putschs de rue. Et du coup, le sentiment qu'il faudrait un putsch pour résoudre tout ça est assez naturel. Je ne dis pas du tout que c'est la solution, je dis simplement que c'est naturel que ça s'inscrive comme solution. Et puis après, il y a le vieil appel, en effet, à l'homme providentiel, qui est peut-être un piège, mais qui est typique de la situation française, où ce qui est à la fois la France est toujours un pays qui, même quand il est attaqué de l'extérieur, entre en guerre civile, enfin où la guerre civile et la guerre extérieure sont conjointes. On le voit là avec la tension des Gilets jaunes et puis l'attentat à Strasbourg qui vient en même temps. On voit le pays toujours attaqué en même temps dans tous les sens. Et du coup, cette grande décomposition dans laquelle on est actuellement, ça a été Jeanne d'Arc, ça a été Napoléon, ça a été De Gaulle dans les mêmes situations où à chaque fois il y avait une guerre civile entre bourguignons, entre collabos et résistants, entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires. Et à chaque fois, du coup, qu'est-ce qui crée l'unité ? C'est l'incarnation forte. Qu'est-ce que l'incarnation forte ? C'est l'homme providentiel par excellence. Et donc, du coup, spontanément, ce genre de situation appelle ce mythe de l'homme providentiel. Mais après, moi, je de la femme providentielle, s'il vous plaît. Stéphanie, précisément. Femme providentielle, si j'en ai. Oula. Ça chauffe dans vos campagnes, Stéphanie, je crois. Hein. Oui, ça chauffe. Mais vous êtes pour l'ordre établi, non ? Oui, vous n'êtes pas partisan de la Révolution et qu'on casse tout, quand même. Non, je ne suis absolument pas partisan de la Révolution. C'est le désordre établi, là, pour l'instant. La dernière fois, ils ont tué Louis XVI, je vous le rappelle. Oui. Non, et puis, alors, on pourrait commencer par là, mais je rebondissais sur ce que disait Monsieur le Ministre. La Révolution, finalement, pour moi, il n'y a rien de plus stupide qu'une révolution, parce que c'est 360 degrés. Donc, je vais commencer par la fin de ce que j'avais envie de dire, mais finalement, ce qu'on nous demande, c'est une conversion, c'est 180 degrés. Donc je pense qu'aujourd'hui, la politique engagée n'a pas besoin de faire une révolution, mais de faire un 180 degrés et de revoir complètement sa copie. C'est une conversion, c'est un retournement qu'il faut faire. Alors, les Gilets jaunes, oui, ça barde chez nous, ça barde dans les provinces. Je suis élue locale, je suis patronne de ma ferme, je suis chef d'entreprise, et c'est vrai, on n'en peut plus. J'ai un monsieur qui, sur la base d'un article que j'ai écrit sur le site de Terre et Famille, m'a répondu en me disant « Merci, c'est formidable ». Ce monsieur a fait un bilan kilométrique. Il a dépensé la semaine dernière pour aller chercher ses neveux à la gare, aller à la poste, chercher du pain, remplir des devoirs administratifs, etc. Il a fait 272 km. Il a fait le calcul, s'il avait fait exactement la même semaine, mais 4 ans plus tôt. 4 ans plus tôt, il faisait 75 km. Voilà. Et après, on nous explique qu'on a chassé les banques. On a chassé, quand je dis chassé, on nous a ôté les banques, les gares, les maternités, les hôpitaux, les médecins, etc. Et maintenant, on nous explique que c'est pas beau de prendre sa voiture. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de vivre ? Ça veut dire qu'il faut tous s'entasser dans les banlieues ? Ça veut dire il faut qu'on nous explique. Alors après, on nous explique aussi que c'est pour l'écologie. Mais l'écologie, c'est bizarre. L'écologie, la première cause de pollution, c'est la concentration. Je demande à ces messieurs de faire un tout petit peu de biologie. Parce que, je vais être très trivial, mais un caca dans un jardin, c'est fertilisant. Des milliers de caca dans un jardin, c'est de la pollution. On va garder ça, là, on va passer ça. Ça, c'est pour le compte Twitter de la liberté, c'est très bien. Très juste. Oui, mais c'est très clair. Très juste. Alors, très juste. On voit qu'elle est de la campagne. Hein. Donc on se rejoint. C'est ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne traite jamais les hommes politiques de fumier, parce que le fumier, au moins, c'est fertile. Alors, oui, vous parliez tout à l'heure de subsidiarité, mais totalement d'accord. D'ailleurs, Terre et Famille existe pour ça. Et quand vous parliez des municipales, là, je crois qu'il y a, pour le coup, un véritable enjeu. Et c'est ce que j'aurais envie de dire aux Gilets jaunes, que je soutiens
à fond. C'est, mesdames et messieurs, vous avez raison, vous vous êtes rendus visibles, maintenant, passez à l'action. Parce que mettre un bulletin dans l'urne, une fois tous les 7 ou les 5 ans, ça n'est pas faire son devoir. Faire son devoir, c'est s'intéresser à ce qui se passe devant votre porte, parce que là, vous êtes compétent. Et comme par hasard, on est en train de vous enlever ce lieu d'action qu'est votre village, qu'est votre quartier, avec les communautés de communes. Et cette loi NOTRe, c'est la nouvelle organisation du territoire de la République, du territoire républicain. Mais enfin, rien que le libellé est effrayant. Voyez ? Et alors, là où j'ai un petit différend avec vous, c'est que je voudrais aller plus loin. Monsieur Jacques Chirac a dit, vous m'arrêterez si je me trompe, mais qu'il n'y avait pas de loi morale au-dessus de la loi civile. À partir du moment où il n'y a pas de loi morale au-dessus de la loi civile, le mariage pour tous est possible. Tout est possible. Si la loi civile qui s'impose, et pourquoi je dis ça ? Parce que l'État, on ne lui demande qu'une seule chose au gouvernement, à ce qui est censé nous représenter et nous diriger, c'est d'attester de l'ordre naturel et pas de le transformer. Et c'est bien le drame de cette République. Cette République se met à la place de Dieu. Et on a avec Macron, l'exemple type, il est jupitérien. Il intègre l'État et Dieu en une seule personne. Eh bien, je pense que ça, c'est le résultat, idéologiquement parlant, et c'est la fragilité de la République qui n'a pas compris qu'elle fermait, et c'est pas moi qui le dis, c'est Simone Veil, elle se ferme, elle s'enferme, elle s'autodétruit bêtement, alors qu'il faudrait faire péter ce plafond de verre et admettre qu'il y a au-dessus de la République quelque chose de supérieur, et elle pourrait devenir intéressante. Nicolas Gauthier. Emmanuel Macron n'a rien dit sur le coût de l'immigration de masse pour chaque Français, rien dit sur la submersion migratoire. Or, les Gilets jaunes n'en peuvent plus de payer aussi pour ça. Et quand on les écoute sur les ronds-points, justement, ils le disent. Comment est-ce qu'on accepte d'offrir des soins gratuits aux clandestins à l'heure où des centaines de milliers de Français n'ont plus les moyens, eux, de se soigner, effectivement, et qu'ils ont le sentiment qu'on fait davantage pour les autres que pour les nôtres ? Alors c'est pour ça, effectivement, la question de savoir qu'est-ce que Emmanuel Macron peut faire. J'ai écouté, comme tout le monde, son intervention. Effectivement, c'est trop peu. Nombreux. Ça fait partie des servitudes du métier, chère Caroline. C'était trop peu, trop tard. Et il ne va pas se changer. Quand il dit qu'il le dit sans le dire, qu'il va maintenir le cap. Il ne va pas faire une révolution à 180 degrés, comme disait notre ami. Oui, il est programmé pour ça. Sur l'immigration, il y a juste un moment, il en a parlé parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Enfin, il a dit un mot. Mais c'est pour ça que je revenais sur ce qu'on disait. Juste de quoi faire bondir SOS Racisme. Oui. En même temps, voilà. Mais c'est vrai qu'on parlait de fracture sociale. Là, effectivement, on a affaire à une fracture identitaire, même une fracture existentielle. Parce qu'on n'est pas dans le domaine des revendications traditionnelles, des syndicats traditionnels, où on veut un point de plus sur le barème de la fonction publique. Là, on demande du respect et du vrai respect, pas le respect des rappeurs. Et donc, existentielle, et c'est des gens qui en arrivent à se sentir étrangers dans leur propre pays. Et ça va, même dans les médias, l'image qui leur est renvoyée est dévalorisante et dégradante. Et c'est juste des gens qui demandent à vivre avec un peu de dignité. Ils ne demandent pas une augmentation, ils demandent à pouvoir vivre dignement du fruit de leur travail. D'où la question tout à l'heure sur les impôts. Parce qu'effectivement, s'il y avait beaucoup d'impôts, mais une redistribution, ça serait un peu comme le système suédois, où la pression fiscale était écrasante, mais il y avait un véritable État-providence. Là, c'est un peu le paradoxe français. On a le socialisme sur la justice sociale et le libéralisme sur la liberté d'entreprendre. Après, pour l'histoire de l'homme providentiel, oui, quand on interroge l'histoire, c'est vrai que Marianne a un côté fille à soldat, hein, de Napoléon au général de Gaulle, en passant par le général Boulanger, le maréchal Pétain. C'est une vieille tendance chez nous. Bon, après, le général de Villiers, où il y a un Julien Vaune a dit ça. Il n'était pas le 1er avril, pourtant, mais cela dit, je pense que c'est une farce. Mais c'est Martial qui trouve que c'est le couteau suisse, là. Il nous l'a sorti de son Pourquoi képi. Parce que je l'ai lu. C'est pas parce qu'on écrit qu'est-ce qu'un bon chef qu'on fait un bon chef. Non, mais je vous posais la question, je n'avais pas d'avis particulier. On a eu le général Bijard, mais le général Bijard, lui, il était un soldat. Avec le général de Villiers, on a affaire à un militaire qui a fait l'essentiel de sa carrière dans les états-majors et les ministères. La seule fois où il est vraiment sur le terrain, c'est au Kosovo en 1999, et c'est parce que
que la France fait de mieux, parce qu'il faut oublier que le Kosovo, le berceau historique de la Serbie, c'est la bataille du Champ des Merles. Non mais Nicolas Gauthier, c'est pas parce qu'il s'appelle De Villiers qu'il faut dire que c'était pas un bon sébat. C'est quand même un très bon sébat. C'est un grand chef d'état-major des armées qui a été reconnu comme tel et qui a été aimé de son armée, ce qui n'est pas si mal non plus. Hein. Oui, mais je ne dis pas que le suivant De d'ailleurs toute sont façon, le mauvais. problème, il n'y a pas de débat. Le problème qui est que le général de Villiers, c'est quand vous dites De Villiers, Nicolas Gauthier tire à vue, si vous voulez. Non, mais quand on voit la reconversion du général de Villiers qui travaille pour le Boston Consulting Group, qui est quand même une office. On ne va pas faire des critiques. Voilà. C'est une agence d'intelligence économique et qui est américaine. Bon, vous avez son fini livre, c'est là-dessus ou pas servir, mais qui sert-il? On a le droit de poser la question, quoi. Est-ce qu'une liste gilets jaunes aux européennes, c'est une bonne idée ou pas? Pour moi, non. Je pense que la bonne idée, c'est madame qui l'a donnée. Si les gilets jaunes s'engagent dans les élections municipales, avec une idée bien précise de l'aménagement du territoire, de l'organisation du territoire, de savoir comment va être organisé notre pays, ils peuvent faire une révolution silencieuse. Et ça peut tout bousculer. Mais il faut... Alors j'ai des petits conseils à leur donner. Il faut d'abord qu'ils se coordonnent et puis qu'ils se forment, parce que gérer une commune, ça demande aussi un certain nombre de compétences. Alors je ne dis pas qu'ils ne les ont pas, il y a un certain nombre qui doivent les avoir. Mais il faut se coordonner et puis ensuite faire un groupe pour pouvoir prendre la commune en charge et puis l'organiser. Ils sont très bien placés. Et si j'ai un appel à leur donner, je le fais sur votre antenne, je leur dis, organisez-vous pour rentrer dans les conseils municipaux, monter des listes municipales, prendre des communes en charge et lutter contre cette normalisation qu'on nous impose de Bruxelles et de Paris. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parce que je suis complètement d'accord avec madame. Je suis convaincu que si on s'organise bien, eh bien, on aura un pays qui retrouvera naturellement, en réalité, la dimension, morale, qu'elle appelle de ses voeux. On l'a vu d'ailleurs à l'occasion des manifs pour tous, parce que les gens qui ont du bon sens ou qui ont gardé en réalité les valeurs, j'allais presque dire, non pas traditionnelles, mais les valeurs qui sont dans leurs convictions profondes, eh bien, sont là et sont montés à Paris pour exprimer leur refus d'un certain nombre d'atteintes. Il y a aussi une chose sur l'organisation politique, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est qu'on a aussi un précédent historique, c'est au début des années 50, c'est le mouvement Pierre Poujade, où c'est une première révolte contre la fiscalité d'une France des campagnes et terroirs qui déjà ne veut pas mourir, et ils s'organisent en partis politiques, ils font 12%, et le mouvement poujadiste explose après. Ça a quand même laissé Jean-Marie Le Pen. Hein. C'est le seul truc qui sort ici du mouvement poujadiste, parce qu'un mouvement catégoriel, autant ça peut fonctionner à l'échelon local, comme l'Union des droites peut fonctionner à l'échelon local. À l'échelle présidentielle, c'est pas possible. Mais mais allez, il faut supprimer les présidentielles, c'est tout, parce que ça correspond à rien. Tant qu'être républicain, autant pour la 5e. Au moins, c'est une république couronnée. Mais non, mais si. Ignace, en tout cas, lui, a choisi son camp. Si vous voulez, mais le problème de la structure de la 5e République est là. Vous avez un président qui est tout puissant et qui ne permet pas, en fait, le pétillement d'initiative, le pétillement d'expérience, et puis la respiration pour le pays. Et c'est pour ça que régulièrement, vous pouvez prendre, vous avez eu 95, vous avez eu, avant vous avez eu Balladur, après vous avez eu Juppé, après vous avez eu Sarko, après, chaque fois, vous avez des manifestations massives, parce que les gens disent, mais ça, on ne veut pas, en fait, de ces réformes qui nous sont imposées. Eh bien, là, quand on commencera à réfléchir à ça, et on se dira, peut-être qu'il y a une autre méthode. Il n'y a pas ça en Allemagne, il n'y a pas ça en Suisse, il n'y a pas ça dans les pays qui respirent. Puis c'était pas une réforme, c'était une taxe particulièrement injuste là, pour les coups, et que les gens ne comprenaient pas en plus. Ignace, lui, a choisi son camp, oui aux gilets jaunes, non aux gilets zaunes. On fait pas la différence en effet. Macron n'en a pas fait assez pour les gilets jaunes. Je peux aussi tenter une opération pièce jaune. Le radin. Ah oui. Alors, après les gilets jaunes, les ceintures jaunes. Vous m'avez comprise. Cruel. Vous vous souvenez de vos 20 ans? Vous les regrettez? Non, je les ai vécus avec plein d'enthousiasme. Eh bien, vous allez nous raconter ça tout de suite. Que faisiez-vous, Charles Millon, à 20 ans?
En 1965, quand vous aviez 20 ans, Charles Millon, la loi du 9 juillet réformait le service militaire. Introduit en 1793 avec la Révolution, la conscription fut le ciment, le mythe fondateur de la République française. C'est ce qu'on appelait à l'époque la fameuse levée en masse qui permettra à Napoléon Bonaparte d'alimenter les armées jusqu'en 1815. La conscription deviendra le service militaire et en 1965, quand vous aviez 20 ans donc, le service national. Cette loi de 1965, dite loi Messmer, prévoyait 4 formes de service national. Le service militaire, le service de défense, la coopération dans un pays étranger et l'aide technique dans les dom-toms. L'objectif de la réforme était d'introduire un service civil, la fameuse coopération, obtenue souvent par piston, permettant à un fils à papa de se soustraire aux devoirs militaires. Il faut dire que l'on sortait de la guerre d'Algérie où le service militaire durait jusqu'à 30 mois. La loi Messmer définissait aussi le statut d'objecteur de conscience, c'est-à-dire le droit de refuser de porter les armes. Le second tournant sera la suppression du service national, jugé inadapté aux mutations technologiques des méthodes de combat. La suite, tout le monde la connaît, c'est la réintégration dans le programme de Macron d'un ersatz de service national. La même année, le général de Gaulle, monarchiste dans sa jeunesse, s'essayait une nouvelle fois au jeu de la démocratie. Avec une participation massive des électeurs à la présidentielle, le général de Gaulle est mis en ballottage au premier tour avec 44% des voix par François Mitterrand qui en recueille 32. Mais 2 semaines plus tard, il est réélu président de la République avec 54,5% des voix contre 45,5% à François Mitterrand. Un score faiblard pour l'époque, mais qui ferait honneur aujourd'hui. En 1965, l'hégémonie de Bruxelles était déjà un sujet de discorde. Pour protester contre la politique agricole commune et surtout la remise en cause du principe de décision à l'unanimité, le général de Gaulle bloquera les institutions européennes en pratiquant la politique de la chaise vide. Cette crise est l'aboutissement de divergences anciennes entre 2 conceptions européennes, celle d'une Europe supranationale et celle de l'Europe des patries du général de Gaulle, dans laquelle les États restent maîtres chez eux. Cette crise est résolue par le compromis de Luxembourg, établissant la prise de décision à l'unanimité pour les votes importants. Côté culture, le fait marquant pour le jeune homme que vous étiez à l'époque était l'invention de la mini-jupe. Officiellement, on l'attribue à Courrèges, mais en réalité, il ne fera que la populariser. En fait, les jambes des femmes voient le jour pour la première fois grâce à la provocatrice styliste anglaise Mary Quant. Devenue un des symboles de la libération de la femme, la mini-jupe conduisit au développement des collants et à la quasi-disparition du port des bas. Et ça, c'était peut-être une mauvaise nouvelle pour vous. Le 24 mars sortait Le Cornio, réalisé par Gérard Houry. Le scénario s'inspire de l'affaire Jacques Angelvin, un présentateur de la télévision française qui fut arrêté aux États-Unis en 1962 au volant d'une Buick Invicta dans laquelle plus de 50 kilos d'héroïne pure avaient été dissimulés. Bourvil interprète Le Cornio et Louis de Funès le gangster qui le manipule. Le film, quant à lui, fera 11 millions d'entrées. 65, c'est aussi l'année du plus célèbre tube rock de tous les temps. Je veux parler de... Faut-il rappeler qu'il est l'œuvre des Rolling Stones ? Mick Jagger a écrit la totalité des paroles qui ont aussi participé à la popularité du morceau. Le texte dénonce l'aliénation par la publicité et les frustrations de tous ordres qu'engendre la vie dans une société de consommation. C'était donc le premier morceau à prôner la décroissance. Alors, la réforme du service militaire, la politique de la chaise vide à Bruxelles, l'élection du général de Gaulle, mais aussi la popularisation de la mini-jupe par Courrèges et la sortie du Cornio et du morceau culte des Rolling Stones. Que pensiez-vous de tout cela quand vous aviez 20 ans ? Et maintenant, avez-vous changé d'avis ? Charles Millon, avant même de vous décider sur les choix d'actualité ou culturels de cette année 1965, qu'est-ce que vous faisiez en 1965 ? Vous étiez où ? En 1965, j'étais à l'université à Lyon, en 2e année de droit, et je faisais beaucoup de politique. C'est l'année où j'ai développé le cercle Charles Péguy dont vous parliez tout à l'heure, parce qu'on était rentré dans une période qui était entre la fin de la guerre d'Algérie
où je m'étais à l'époque engagé, et puis politiquement, et puis 68, c'était une période de transition où on a commencé à créer, pour ceux qui avaient le sens de l'engagement politique et qui avaient le goût de l'engagement politique, on a commencé à créer des mouvements, des clubs, des cercles, pour pouvoir peser sur l'opinion. Donc en 65, pour moi, si vous me demandez quel est l'événement qui m'a marqué à ce moment-là, c'est bien évidemment l'élection présidentielle, parce que j'y ai participé en tant que militant, et je défendais en réalité les idées qui sont déjà les miennes aujourd'hui, c'est-à-dire je n'étais pas favorable au régime présidentiel, donc je le disais à longueur de journée, et que j'expliquais... en choisissant M. de Gaulle, c'était quand même... Mais je n'ai pas choisi M. de Gaulle à l'époque. C'était l'élection présidentielle. Mais à l'époque, je n'ai pas choisi M. de Gaulle. Vous choisissiez qui à l'époque? À l'époque, j'ai fait c'était campagne au premier tour. Pour qui, Le Canuet? Pour M. Le Canuet. Ah bah, je savais bien. Oui, mais je me doutais bien. Centriste un jour, centriste toujours. Non, mais attendez, M. Le Canuet était un centriste, mais un centriste qui avait des idées fortes. Ah bon? Oui, lisez les textes qu'il a écrits. Vous verrez que peut-être que vous-même, vous auriez peut-être voté pour M. Le Canuet à ce moment-là. Plutôt Tixier, Martial. Je ne sais pas pourquoi, quelque chose me dit. Non, mais le Canuet de l'époque, c'est vrai. J'aime beaucoup les avocats. Et deuxièmement, j'ai défendu dans toute cette campagne électorale les convictions qui étaient les miennes, et au travers d'un engagement donc, dans le cercle Charles Péguy. C'est un des événements qui a marqué ma vie, puisque après, le cercle Charles Péguy m'a amené à créer en 68 et à lutter, toujours d'ailleurs dans une position qui est toujours la mienne, à lutter contre le système établi, c'est-à-dire l'université telle que la Ve République l'avait installée et qui ne me convenait pas, parce que j'étais déjà pour les universités autonomes, j'étais déjà favorable à la concurrence entre les universités, j'étais déjà favorable à l'initiative girondine d'universités et d'écoles qui se créaient un peu partout, et contre les gauchistes, parce que j'étais contre l'idéologie gauchiste qui sous-tendait ces événements. Donc 65 pour moi est l'année où je me suis vraiment engagé en politique. Et alors, est-ce que vous vous dites à ce moment-là, vous faites des études de droit, donc vous dites, bon voilà, être juriste, avocat, etc. Ou est-ce que vous vous dites, non, je serai ministre, maire, président, président, vice-président, parce que vous avez fait toutes les vice-présidences et présidences de toutes les collectivités territoriales et nationales? Non, j'avais déjà l'idée de faire de la politique, oui. Oui, mais ça ne répond pas à ma question. Si, est-ce qu'en vous rasiant, vous pensiez ministre, et ministre des Armées? Non, parce que pour moi, en fait, très franchement, la politique, ce n'est pas les postes. Je suis plus militant dans ma tête et dans mes actes que notable politique. D'ailleurs, je le suis encore, puisque aujourd'hui, je pourrais continuer à aller chercher des mandats ici et là. À force, j'en trouverais bien. Mais en creusant bien. Mais en fait, c'est pas ce que j'ai fait. Depuis maintenant 10 ans, j'ai relancé, comme je faisais en 65, un certain nombre de mouvements, comme l'avant-garde. J'ai essayé de développer un certain nombre d'actions où j'ai pu rejoindre d'ailleurs les actions à dimension spirituelle et les actions à dimension politique. J'ai essayé de mettre en œuvre des actions de diffusion de la pensée, on en a parlé tout à l'heure. Je redeviens, ou je continue à être un militant. C'est en fait le fond même de mes tripes. C'est sûr que j'ai été très heureux de gérer ma région Rhône-Alpes, de gérer ma ville de Belay, de participer à la gestion de mon pays avec le ministère de la Défense. Mais pour être très franc, je suis aussi heureux en militant. Et d'ailleurs, je me retrouve actuellement avec des jeunes de 20 ans qui doivent me trouver un peu gâteux, mais je leur dis merci parce qu'ils me reçoivent. C'était pas le sentiment qu'ils avaient en vous recevant sur Radio Liberté. Alors, dites-moi, mais à 20 ans, quand on fait de la politique, voilà, est-ce que l'on peut s'intéresser à la mini-jupe? Est-ce qu'on Charles Péguy, c'est gentil, mais enfin, la mini-jupe, quand même. Est-ce qu'on s'intéresse à la mini-jupe? Mais on vous a laissé aussi Louis de Funès. Personne ne s'intéressait à la mini-jupe. La mini-jupe était portée et les hommes regardaient avec intérêt, c'est tout. Mais personne ne s'est passionné pour la mini-jupe. La mini-jupe, c'est un phénomène de société. C'est quand même mieux que la burqa. Oui, c'est mieux que la burqa.
Bravo, Caroline veut remplacer la burqa. Non. Et alors, le corneau et moi, c'est à limite, quel techno Mick Jagger. Alors là, est-ce que vos goûts musicaux, vos goûts cinématographiques, Alors, on ne vous pose jamais la question? mes goûts musicaux, ils sont très classiques. C'est Mozart, c'est Beethoven. Ah oui, c'est pas Mick Jagger. Donc c'est pas Les Beatles. C'est pas les Beatles. Si, mais j'aime, mais je suis plutôt un classique. Et puis, pour ce qui est de l'action collective, j'ai commencé la passion pour la montagne à ce moment-là. Donc je courais les sommets, et c'est ça qui m'intéressait. D'où le choix de la région Rhône-Alpes. Merci Charles Millot. Allez, on va passer tout de suite à la deuxième partie de notre émission. Je voulais juste dire que je vais offrir à Charles Millot un cadeau qu'on m'a fait, mais on m'en a fait à plusieurs exemplaires. C'est un pur jus de pommes du pays de Trégor. Donc là, on va partir en Bretagne. Et ce sont des amis qui ont découvert les vergers de Ker-Avalon de Ephraim de Trogoff. Tout ça, ça sent la Bretagne. Et c'est un pur jus de pommes. On me dit bio, etc. Élise Blaise, c'est bio. Vous voyez, je suis bien. Elle va être contente que je dise que je bois du bio. Voilà, Charles Millot. Et puis, on se retrouve tout de suite. N'oubliez pas, bien évidemment, d'aller sur la rubrique dons, sur le site de TV Liberté. La rubrique dons, elle est partout en ce moment. Et pour cause, c'est jusqu'au 31 décembre. Et on n'y est pas. Comme on n'y est pas, on a besoin de vous tout de suite sur la rubrique dons du site tvliberté.com. Pacte de Marrakech. Le pacte du diable? Le pacte mondial sur les migrations imposé par l'ONU veut renforcer la coopération internationale pour une migration sûre, ordonnée et régulière. 15 pays considèrent que ce texte est incompatible avec leur politique de limitation de l'immigration. Non contraignant mais utilisable en cas de recours devant la justice, le pacte de Marrakech est-il anodin ou la première étape de l'organisation de l'arrivée en masse de nouvelles populations en France et en Europe? Alors, pacte de Marrakech, le pacte du diable? Donc, sur le pacte de Marrakech, il y a une certaine unanimité du public, déjà. Alors, sans blague. J'ai cru comprendre. Je suis comme Macron, je finis par comprendre. Je vous ai compris un peu. J'ai regardé le préambule de ce pacte, qui n'est pas un traité, qui n'est pas contraignant, Charles Millot. Bien sûr, bien sûr. Nous nous efforçons de créer des conditions favorables qui permettent à tous les migrants d'enrichir nos sociétés grâce à leurs capacités humaines, économiques et sociales et facilitent ainsi leur contribution au développement durable au niveau local, national, régional et mondial. Ce pacte, qu'est-ce qu'il faut en penser sérieusement? S'il n'était pas utile, toute la pensée de gauche ne le soutiendrait pas comme ils le soutiennent. Et quand je vois, moi, toute la pensée de gauche se mobiliser pour ce pacte, je me dis, il faut peut-être regarder ce qu'il y a derrière. Or, comme c'est leur méthode habituelle de lancer des idées par des motions, par des amendements, par des proclamations, par des pétitions, et puis peu à peu, eh bien, on change l'eau du bain, et puis on y met en réalité notre couleur, eh bien, je pense que ça relève exactement du même processus. Ils font une déclaration qui n'est absolument pas contraignante apparemment. C'est une déclaration d'intention, c'est pas dangereux. Qui peu à peu va imbiber les esprits, qui peu à peu va devenir en réalité une référence d'abord pour des hommes politiques, et puis ensuite pour des juges, et puis les juges vont dire, ils vont petit à petit faire rentrer les idées du pacte dans le droit international, et comme le droit international s'impose au droit interne, et c'est ainsi qu'on modifie en fait une vie politique, même quand on est minoritaire. Et je fais partie de ceux qui pensent que la France n'aurait pas dû signer, comme d'ailleurs des pays très sensés comme la Suisse n'ont pas signé, parce qu'ils ont fait l'analyse du problème et qu'ils se sont rendus compte que ceci pouvait avoir à terme des conséquences. Il suffit de voir ce que fait le Conseil de l'Europe pour pouvoir se rendre compte comment, à partir de déclarations non contraignantes, on arrive à modifier un climat politique et même des dispositions juridiques. Donc, je suis défavorable à ce pacte. Bravo. Attendez, alors vous allez me dire pourquoi.
Oui, pourquoi? Et je répondrai en 3 points, comme tous les politiques. Et attendez, Non, mais je je vais vous vais vous dire pourquoi, mais avant, je vais vous dire quand même l'objectif 21, parce qu'il faut lire quand même. Coopérer en vue de faciliter le retour et la réadmission des migrants en toute sécurité et dignité, ainsi que leur réintégration durable. Et vous êtes contre ça? Pas du tout, parce que vous n'avez pas tout lu. Il faut lire tout le pacte 40 pages, je les ai. pour s'apercevoir qu'en réalité, c'est vrai que la première ligne, vous dites on ne peut que signer, et puis que plus vous avancez, plus vous apercevez que eh bien, le migrant, la migration est quelque chose non seulement de normal, mais de souhaitable. Or, nous pensons qu'il faut tout faire pour que ces personnes qu'on arrache à leur pays et qu'on amène soit en Occident, soit ailleurs, eh bien, puissent rester dans leur pays. Et je le dis tout plus simplement, c'est que je consacre actuellement à peu près 1 semaine par mois pour aller en Afrique, aider un certain nombre de personnes qui veulent créer des richesses et des emplois dans ces pays. Et je pense que c'est là où on peut permettre à ces gens-là, à ces personnes qui habitent ces pays-là, de vivre heureux dans leur pays et que ça ne sert à rien de les amener dans un autre pays où ils vont se heurter constamment à un certain nombre de difficultés. Et je le dis alors avec une très forte conviction, si vous me demandiez ce que je faisais en 65, je vais vous dire ce que j'ai fait en 69. Oui, ce que j'allais... En 69, j'ai créé avec un homme qui était connu à l'époque, qui s'appelait Pierre Cormorèche, qui était le président des chambres d'agriculture françaises, et avec une autre personne qui animait une société d'économie mixte, on a créé une association pour accueillir les migrants qui venaient dans l'Ain et dans toute la région. Et en fait, on les a accueillis en leur permettant l'intégration. C'est-à-dire qu'on voulait qu'ils s'intègrent dans la population. Donc on ne peut pas intégrer des millions de personnes, on peut intégrer que quelques personnes, parce qu'il faut leur donner la culture, il faut leur donner le chemin de l'éducation, il faut leur donner le logement, il faut leur trouver un emploi, il faut les former, il faut les alphabétiser, etc. Donc je pense que tous ceux qui veulent aider ces personnes qui malheureusement, soit à cause de raisons politiques, soit de raisons économiques viennent chez nous, il faut qu'ils sachent que s'ils n'ont pas le sens de la mesure et le sens de l'intelligence, eh bien ils vont amener des gens qui vont être malheureux et qui vont déstabiliser nos sociétés. Or je pense que notre objectif n'est ni de faire de ces gens-là des malheureux, ni de déstabiliser notre société pour pouvoir en fait amener des tensions qu'on ne pourra pas ensuite assumer. Donc je pense que ce pacte est un pacte dangereux, car c'est un pacte d'illusion, et c'est un pacte de déclaration d'intention et de vœux chimériques, et que c'est la raison pour laquelle je pense qu'il aurait dû être débattu au Parlement. Il n'a pas été débattu au Parlement parce qu'en réalité, le président a voulu le signer sans s'en référer à la représentation nationale. Je trouve ça tout à fait regrettable. Et je vais presque dire que c'est un échappatoire, parce qu'il savait que tous les débats qu'on aborde maintenant, ils ont été abordés au Parlement. Caroline Parmentier. Chère Caroline, j'ai pensé à vous parce que j'ai lu promouvoir le respect mutuel des cultures, des traditions et des coutumes entre les communautés d'accueil et les migrants grâce à l'échange. Et je me suis dit, Caroline, ça vous parle. C'est mon secteur, oui, complètement, effectivement. Non, mais vous l'avez dit tout à fait, très bien. On peut intégrer un certain nombre de personnes, voilà. Mais au bout d'un moment, le trop grand nombre empêche l'intégration. Et même la nature, je dirais, quelquefois, de la culture de ces personnes empêche l'intégration également. Je m'étonne d'ailleurs que Laurent Wauquiez n'ait toujours rien dit sur le pacte de Marrakech. Si, il a écrit dans le Figaro aujourd'hui. Ah, aujourd'hui? Ah bah voilà, j'avais juste une journée de retard. Vous lisez pas le Figaro, vous lisez Présent. Voilà. Ça doit être ça. Il était temps, je trouve, il était temps, parce qu'effectivement... Cela dit, par contre, il y a un texte qui est très très bon, qui a été lancé, qui a été écrit et diffusé par l'Institut Thomas More, qui est là, oui, et qui s'appelle « Les migrations de masse, le droit international et le pacte mondial de l'ONU ». Vous devriez vous y référer, parce que c'est sans doute le meilleur texte qui est paru. J'ai été frappée que les Gilets jaunes en parlent d'ailleurs du pacte de Marrakech. C'est revenu souvent dans leur... Donc le problème, voilà, le problème, il va au-delà de la hausse du carburant. Mais ce qui est assez logique, hein, quelqu'un qui porte un gilet jaune travaille et n'arrive pas à boucler les fins de mois, il apprend dans le même temps que pour faciliter l'accueil des migrants, ils auront quoi, c'est 600 € par mois, on va leur trouver un logement.
il y a de quoi être sérieusement agacé, quoi. On le serait à moins. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, même Le Point, qui est quand même pas un organe un journal très populiste, s'inquiète dans ses pages du fait qu'on insiste sur la sensibilité des migrants sans mentionner celle des populations d'accueil. Donc c'est quand même un échange qui n'est pas... qui est comme un échange à sens unique. Mais ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est qu'effectivement, on a l'impression que ce qui se passe en France, on le retrouve à l'échelle mondiale, c'est que, et là c'est un débat d'ordre philosophique, c'est qu'on fait de la mobilité une valeur en soi. Comme il faut bouger, il faut être actif, c'est ce qu'on appelle le bougisme. Or, les gens qui théorisent ça sont souvent des gens de type du genre Jacques Attali, sont l'hyperclasse mondialisée, qui eux sont nomades grâce à leurs moyens financiers, le riad à Marrakech, l'appartement à New York, sur Hyde Park, sur Central Park, vraiment c'est mieux. Le chalet au ski. Mais sans se poser la question, et c'est là où la gauche, il y a on peut dire qu'il y a une incohérence et même une sorte de malice, c'est que la gauche qui en 70, 74 disait il faut vivre et travailler au pays, travailler au Larzac. Et aujourd'hui, effectivement, ils font de la migration une fin en soi sans se poser la question, parce qu'il y a un sujet qui n'est jamais abordé, c'est est-ce que les immigrés sont heureux de vivre en France ? On dit c'est génial parce qu'on va jouer du djembé et manger du mafé avec eux. Mais eux sont-ils heureux ? C'est une question qu'on ne se pose jamais. Et personne ne rêve de quitter son environnement, sa géographie, son paysage, les odeurs, les souvenirs. Et on fait des déracinés. Et en faisant des déracinés, on fait des gens et c'est un des drames de l'immigration, c'est qu'ils sont oublieux de la culture d'origine, sans arriver à maîtriser les codes de la culture d'accueil. Donc on en fait des maniaco-dépressifs à tendance violente. C'est une des raisons, parce qu'il n'existe pas de culture criminogène. Pourquoi est-ce que le jeune Algérien, chez lui, il courbe le regard devant un policier, et pourquoi est-ce qu'il va faire faire le bordel ici ? C'est pas effectivement ce déracinement crée des pathologies qui sont propres. Et pour satisfaire au désir millénariste de certains, l'humanité globale, nous sommes tous des êtres humains, c'est un homme déshumanisé. Or, quel philosophe disait l'homme avec un gras, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, mais je connais des hommes. Merci, Joseph de Maistre. Ah oui, ça, c'est Monsieur Culture. Je ne suis que journaliste, je suis désolé. Mais effectivement, et ça on le retrouve à l'échelle française, et ce ballet des Gilets jaunes, on le retrouve aussi à l'échelle mondiale, quand on voit effectivement des esclaves qui viennent s'entasser dans des mégapoles, parce qu'avant les esclaves, on donnait la peine d'aller les chercher, et on les ramenait à coups de bâton et à coups de fouet. Maintenant, ils viennent se livrer en esclavage eux-mêmes, et c'est même eux qui payent le transport. Et je vois pas, et espèce de cynisme quand Juppé dit oui, il faut importer 15 millions d'immigrants en Europe pour payer une retraite. Déjà, on importe des marchandises et pas des hommes. Et ça, c'est le côté techno de Juppé. Et en plus, on vient travailler pour payer une retraite. Bordeaux. Voilà. Une ville qui sait faire. Donc, effectivement, je trouve que c'est une dégueulasserie qu'on dissimule derrière des propos humanistes, mais vraiment à balle d'œufs, quoi. Donc, effectivement... Je vous ai trouvé un point de ce pacte que j'ai apprécié, et je vous le livre avant d'entendre votre point de vue. Promouvoir, parce que vous êtes journaliste, une information indépendante, objective et de qualité, écoutez bien, y compris sur Internet, notamment en sensibilisant les professionnels des médias aux questions de migration et à la terminologie afférente, il faudra apprendre les mots, en instituant des normes déontologiques pour le journalisme et la publicité, et en cessant d'allouer des fonds publics ou d'apporter un soutien matériel aux médias qui propagent systématiquement l'intolérance, la xénophobie, le racisme et les autres formes de discrimination envers les migrants, dans le plein respect de la liberté de la presse. Dans le plein respect de la liberté de la presse. Eh bien alors, vous êtes rassurés ? Dans le plein respect de la liberté de la presse. Vous passez l'argent, vous avez déjà une réponse. Suivez mon cas. Oui, non, c'est des directives de propagande, purement et simplement, c'est sûr. C'est des vœux pernicieux. Des vœux pernicieux. Romaric, non, moi, ce qui me frappe... Ce pacte du diable. Vous croyez au diable, vous ? Oui, je crois au diable. Oui, parce que je l'ai lu. Mais après... Dans votre roman. Après, ce genre de choses, à mon avis, le diable est peut-être derrière, évidemment, mais comme beaucoup de choses de l'ordre de la faiblesse humaine et aussi de l'ambition et énormément de facteurs comme ça, où l'homme est tout à fait capable de relayer sans problème... l'emprise diabolique, on va dire, ce genre de choses. Mais ce que je voulais dire, ce qui me frappe, c'est qu'au XIXe siècle, il y a eu ce qu'on appelait l'émergence des nationalités.
Auparavant, c'était des empires, quelque part, qui se battaient pour avoir la possession des peuples, qui a imposé une culture générale. Au XIXe siècle, il y a eu cette idée, d'ailleurs, qui est partie de la Révolution française, avec tout le mal qu'on peut en penser par ailleurs, qui a été le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est devenu un objectif humaniste, d'une certaine manière assez compréhensible. Et on a l'impression qu'avec ce pacte, on est passé du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes au droit des technocrates onusiens à disposer des peuples. Et c'est ça qui est assez fascinant. Et il y a quelque chose de tout à fait totalitaire, je pense, derrière ces allégations de charité désordonnée, on va dire, qui est en vérité extrêmement inquiétant. Et ça me fait penser beaucoup à une théorie de Renaud Camus, qui n'est pas celle, donc le grand écrivain Renaud Camus, qui n'est pas celle du grand remplacement, qui d'ailleurs n'est pas une théorie, qui est connue pour ça. Mais le grand remplacement n'est pas une théorie, c'est une interprétation des faits, c'est tout. Bon. En revanche, derrière le grand remplacement, derrière l'interprétation que donne Renaud Camus du grand remplacement, donc du remplacement des populations autochtones d'Europe par des populations immigrées, il y a quelque chose qui est beaucoup plus, enfin je dirais pas beaucoup plus intéressant, mais qui est moins frappant, mais qui est extrêmement fin, et dont on parle rarement, puisqu'on est sidéré quelque part par l'affirmation de Renaud Camus, polémique de cette idée du grand remplacement, qui est celle de la création de matière humaine indifférenciée. Ça, c'est une théorie, en revanche, puisque c'est l'idée que derrière le phénomène de remplacement des populations par d'autres, il y a la volonté de créer un nouvel homme, comme les communistes avaient la volonté de créer un nouvel homme, par parodie du christianisme, en l'occurrence, un homme nouveau, qui serait fabriqué non pas par la grâce, mais par la politique, et là qui serait fabriqué par l'économie et la technique. Et cet homme nouveau serait une matière humaine indifférenciée, c'est-à-dire que tout homme serait interchangeable, indépendamment de sa culture d'origine, mais même de sa liberté, en l'occurrence, puisqu'on abandonne toute souveraineté. Et qui abandonne sa souveraineté, abandonne naturellement sa liberté. Et il me semble qu'un pacte comme celui-ci, très très clairement, par rapport à toutes les directives qui sont données dedans, donne vraiment l'impression de cette volonté, au niveau mondial, de fabriquer de la matière humaine indifférenciée. Et en ce sens, je trouve ça tout à fait terrifiant. Et si on veut s'attaquer au nazisme, au fascisme, au totalitarisme et les combattre, il s'agirait de combattre ce genre de pacte comme un signe de cette folie, de ce fanatisme totalitaire qui est en train d'être mis en place. Terrifiant. Diabolique. Oui, complètement, dans ce sens-là. Voilà. Alors, Stéphanie, j'ai cherché aussi, dans ces 40 pages que j'ai lues, Inestinso, j'ai cherché quelque chose qui allait vous convenir. Et je me suis dit, vous êtes une femme d'ordre, vous avez bien les choses qui sont organisées. Et là, les choses s'organisent, qu'on va installer le long de certaines routes migratoires des points d'information pouvant orienter les migrants vers des services d'appui et de conseils adaptés aux enfants, bien sûr, et sensibles à la problématique femmes-hommes, qui est une problématique qui traverse le problème des migrants, donnant la possibilité de communiquer avec des représentants consulaires du pays d'origine dans une langue comprise par la personne concernée. Et donc là, je me suis dit, ah voilà, l'ordre règne. Enfin. Non, mais diabolique tout ça. Si ce n'était pas dramatique, ce serait à mourir de rire. Oui, j'en rigole parce que c'est. Non, mais c'est effrayant. vrai, c'est à exploser. On leur apprend la théorie du genre à Wolof. Non, c'est ça. Hein. Hallucinant. Mais c'est l'hypocrisie dans toute sa splendeur. Là, on est au pinacle ou on est plutôt dans les abîmes. En fait, on est devant parce que justement, c'est là où c'est intéressant. C'est que on a l'impression d'une phase finale pour créer précisément cette dilution, cette disparition des différences, des peuples, des langages, des accents, créer cette dilution pour créer cette matière humaine homogène dont on disposera. On a l'impression que le système s'empresse dans ce pacte de Marrakech d'arriver à ses objectifs. Et patatras, il y a le mouvement des Gilets jaunes. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à mettre en relation. C'est que je crois que les Gilets jaunes, même au-delà même de ce qu'ils pensent être eux-mêmes, sont la preuve d'un élan de survie d'un peuple qui ne veut pas mourir et qui réagit. Et là où je rejoins complètement notre invité, c'est que c'est la base qui nous montre le chemin, en fait. C'est bien la preuve que c'est par là qu'il faut commencer et qu'il faut se réintéresser. Ce peuple qui a peur de mourir et qui parle très bien de Marrakech, parce que ça fait partie de leurs objectifs, va réagir d'autant plus fort. Et là où je ne vais pas parler à nos hommes politiques du moment qui sont complètement
perturbés dans leur fonctionnement, dans leur intelligence. Mais quand on nous prétend nous parler d'écologie, quand on prétend nous parler de social, etc., mais attendez voir, écologie, économie, oikos, la maison. Donc, oikos, la maison, c'est la brique, c'est l'unité de départ de tout système qui tient la route. Aucune fondation, aucune société ne tiendra sans prendre en compte oikos, la maison. Donc, oikos, logis, la science de la maison, comment je fais pour ne pas polluer mon propre environnement, parce que je suis concerné, je prends en main mon destin et le territoire dont je suis responsable, que ce soit mon jardin, mon village, mon département, etc. Et économie, ça veut dire gérer sa maison. Donc je commence par gérer ma maison. Donc qu'est-ce que c'est que ce système, et là je vous rejoins complètement, qui nous prend pour des demeurés, pour des enfants attardés, et qui veut tout gérer à notre place, et qui nous pousse à cette dilution pour nous faire mieux disparaître et disposer de nous. Voilà. Ça se retire une signature. Non, mais je rajouterais quand même une chose. C'est tout simple. Et je crois qu'il faut le dire à nos concitoyens. Quand vous êtes dans une famille où vous avez les parents et 4 enfants, vous pouvez recevoir 1, 2 ou 3 personnes, et puis vous occuper d'elles, les permettre de s'intégrer, les permettre de vivre dans la communauté. S'il y a 50 personnes qui arrivent, c'est votre famille qui disparaît et la communauté qui n'est pas reçue. Donc c'est tout simple quand on prend les problèmes d'une manière très concrète, mais ça, ils ne veulent pas le voir. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est une bataille qui est, comme vous l'avez dit tous les deux, qui est fondamentale, et qu'aujourd'hui, il faut que toutes celles et tous ceux qui soient attachés, j'allais dire, à la vie, au personnalisme, à la personne humaine, à la vie communautaire, à la vie d'équilibre, à la vie d'harmonie, eh bien, on va rentrer dans ce combat-là, mais il faut qu'il y rentre, j'allais dire, tout à fait, pour que, et là-bas, c'est-à-dire dans les pays d'origine, et chez nous, eh bien, on puisse avoir une vie qui soit faite d'équilibre et d'espérance. Voilà. Une signature, ça se retire. Mais oui, de toute façon, c'est un... Regardez le pacte, regardez ce qu'on peut en faire. Oh, regardez. Oh, le pacte de Marrakech, regardez. C'est splendide. C'est ça. Vous n'avez même pas le déchirer, puisque c'est une déclaration d'intention. Donc, voilà. Alors on peut faire autre chose, c'est de s'asseoir dessus. Non, voilà. Non. Cabotin, ce Martial. Vous avez tort, parce que comme je le disais tout à l'heure en introduction, c'est leur méthode, ça. Ils s'en fichent que vous déchiriez. Ils ont lancé le débat. Et aujourd'hui, comme ils ont les moyens d'imposer la communication, etc., ils vont essayer de montrer que vous, comme moi, comme madame, comme bien d'autres, on est des attardés. Ils vont nous dire à nous que nous sommes des attardés. Donc c'est à nous de nous former. Et c'est là où j'en arrive, moi, à l'engagement politique, à la réflexion, à la formation, etc. Il faut que les gens qui croient à quelque chose se forment pour pouvoir résister à ça. Non seulement résister, mais l'emporter. Et c'est pour ça que je voudrais, moi, saluer un certain nombre de gouvernements. Je salue le gouvernement hongrois et je salue le gouvernement italien qui, eux, carrément le disent. Résistance. Pacte de Marrakech. D'autres millions de chances pour la France en perspective. À ce tarif, bientôt en jouant au loto, je gagne à tous les coups, dit la France. Caroline, c'est à vous de conclure. Merci, Charles Exactement. Mes chers... merci beaucoup, Charles Millon. Mes chers téléspectateurs de TV Liberté, mes chers amis, mes chers sociétaires, c'est le dernier bistrot de l'année, vous le savez. C'est aussi mon dernier bistrot Liberté. Je pars vers de... Je n'en attendais pas moins. Je pars vers de nouvelles aventures professionnelles. C'est un tout nouveau challenge pour moi. Vous le savez, j'ai été pendant plusieurs années observateur de la vie politique, puisque j'ai été journaliste pendant 31 ans. Je vais devenir un petit peu plus acteur de cette vie politique, à situation exceptionnelle, décision audacieuse. Merci Caroline, en tout cas, merci de ce parcours avec nous. J'ai adoré travailler avec les équipes de TV Liberté, que j'embrasse et que je remercie du fond du cœur. J'ai adoré travailler avec vous, Martial. Bien évidemment, nous nous reverrons. Évidemment que nous nous reverrons. En attendant, je vous demande de prendre soin de TV Liberté. Gardez-la bien, elle le mérite. Et moi, je vous souhaite un très joyeux Noël, une très bonne année 2019, et je vous serre dans mes bras. Joyeux Noël, joyeux Noël. À bientôt. Joyeux Noël, on se revoit en janvier 2019.
résistance.